On va revenir maintenant sur la situation internationale et précisément cette guerre en Ukraine qui dure depuis 3 ans. La capitale, célébrait la capitale ukrainienne, la fête de Kiev ce week-end, et la Russie a lancé sa plus grande attaque de projectiles divers et variés sur l'Ukraine depuis 2022, ce qui a fait réagir le président Trump. Je ne suis pas content de ce que Poutine est en train de faire. Il est en train de tuer beaucoup de personnes. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais il est en train d'envoyer des roquettes sur des villes pour tuer des gens et je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout, à la manière Trump, mais il est allé un cran plus loin ensuite, le président des États-Unis, Antoine Hollande, parce que sur son propre réseau social, il a traité Vladimir Poutine de fou. Exactement, Vladimir Poutine est devenu complètement fou. Voilà ce qu'il a écrit hier soir sur son réseau social. Une déclaration qui traduit la frustration grandissante de Donald Trump face à Vladimir Poutine et face à cette guerre qui n'en finit plus. En fait, Trump a toujours été convaincu que sa bonne entente avec le président russe lui permettrait de régler le conflit en Ukraine. Mais là, avec ces nouveaux bombardements, il est manifestement rattrapé par la réalité et il semble réaliser qu'il n'a aucun levier sur Poutine pour faire bouger les choses. Il semble réaliser aussi que Poutine le mène en bateau et ne le respecte pas. Alors maintenant, il va falloir voir au-delà des mots ce que seront les actes de Donald Trump. Est-ce que, comme le souhaitent les Européens, il va prendre des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques sur le pétrole russe pour mettre la pression sur Moscou? Il a semblé ouvert à cette idée hier soir, mais il est tout de même resté très vague. Il n'a donné aucun détail, notamment sur un potentiel calendrier de sanctions. Faut bien voir aussi que ça n'est pas la première fois que Trump exprime sa frustration face à Poutine et jusqu'à maintenant, ça n'a eu absolument aucune conséquence. L'autre scénario possible face à cette frustration, ce serait un désengagement total des Américains avec un Trump tellement frustré, tellement lassé qu'il déciderait de jeter l'éponge et qu'il laisserait les Ukrainiens et les Russes se débrouiller tout seuls, ce qui serait évidemment une mauvaise nouvelle pour Kiev, puisque sans la pression et la médiation américaine, le rapport de force est plus favorable à Moscou. Alors Antoine Hollande, en direct des États-Unis pour BFM TV. Pas de réaction au Kremlin, on imagine bien, Paul Gogol. Alors au Kremlin, on s'étonne quand même de ses propos en expliquant que nous on se défend et que finalement on est dans notre bon droit d'agir de la sorte parce qu'on est menacé, mais finalement ce sont les excuses qu'on a en boucle qui sont ressorties aujourd'hui comme on les entend régulièrement. Pourquoi une telle offensive, 355 drones lancés sur l'Ukraine la nuit dernière, c'est un record depuis le début du conflit. Pourquoi à ce moment-là? C'est la continuité d'une stratégie russe qui consiste à essayer de convaincre, entre guillemets, les Ukrainiens par les bombes, les convaincre qu'ils sont manipulés par leur président qui lui-même est manipulé par le président américain. Les Russes comprennent que, en fait, ils sont en train d'entrer dans une période, une nouvelle séquence, les Russes, qui consiste à dire que finalement, on va peut-être pas se calmer, on va peut-être pas parler de cesser le feu tout de suite, mais on peut peut-être continuer la guerre au moins quelques mois. Et Vladimir Poutine a utilisé le moment du 9 mai, les commémorations du 9 mai, pour convaincre sa population que la guerre pouvait être éternelle, finalement. Quitte à prendre le risque de couper cette relation qu'il a avec Donald Trump. Donald Trump ne cesse de répéter que Vladimir Poutine, il le connaît bien, c'est un ami, il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il fait ça. Oui, alors je lisais ça justement aujourd'hui dans la presse russe, dans les analyses en Russie, cette idée que oui, Vladimir Poutine, il aimerait bien garder ce lien-là, mais en Russie, la priorité qui passe avant tout, c'est la guerre. Ça passe avant l'économie, ça passe avant tout. Même l'économie, qui peut être mise en danger parfois, passe son rang. Et donc même pas cette peur relation... des sanctions américaines. Alors, il explique que non, on explique que les sanctions n'ont pas d'effet. Après, moi, j'ai une autre interprétation aussi de ce que Donald Trump a déclaré. C'est aussi peut-être un message envoyé à Volodymyr Zelensky. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, mais vous n'avez pas voulu céder aux demandes du Kremlin, et moi, je peux plus retenir les chiens. En gros, là, la Russie va taper à fond, et moi, je peux plus rien faire pour vous aider si vous entendez pas. Alors, je le vois peut-être un peu comme ça, si, peut-être que le Kremlin le voit comme ça. En tout cas, Vladimir Poutine comprend que là, c'est un peu le moment de tout lâcher pour justement montrer qu'il ne lâchera rien. Masha Kondakova, comment les Ukrainiens, vous n'étiez pas sur place, mais vous avez de la famille, comment ils ont vécu cette nuit d'enfer? C'était le week-end d'enfer. Oui, le week-end d'enfer. Pas une nuit. Vous savez bien qu'il y avait la jour de la ville, de Kiev, que les citoyens ont fêté. Mais sous le terreur, par exemple, mes collègues ont dormi que 2 heures parce qu'il y avait ce bruit impossible ça rappelle le bruit d'une moto, brrr, comme ça, qui vous empêche de dormir parce que l'imagination, quand on entend quelque chose, est plus forte que quand on voit quelque chose voler, les menaces ou s'exploser. C'est un terreur. Donc, la question que je posais aujourd'hui à mes collègues du cinéma, de cirque, mes amis, qu'est-ce que ça vous provoque de céder? Surtout que non.
bien sûr que non, ça provoque que la haine et l'envie de répondre. Mais comment est-ce que l'Ukraine peut répondre? On est dépendant de nos alliés. Et vous savez, aujourd'hui, M. Merz d'Allemagne, il a dit qu'il n'y aura plus de limitations pour la portée des armes qui ont été livrées par nos alliés. Ok, donc peut-être on pourrait aller y toucher les armements russes, les stocks ou les usines plus à la profondeur. Mais combien de temps ça peut durer? Ça va durer pendant un mois. Or qu'aujourd'hui, on n'a plus des obus pour patriotes qui nous protègent le ciel dans les villes comme Kiev et d'autres. C'est un terror. Par contre, par rapport à ce que dit, vous avez raison, je pense, d'avoir dit que peut-être il se retire Trump, ou au contraire, c'est un tournement. Qui sait qu'il envoie le message en disant mais il n'aime pas ce qu'il fait Poutine à l'Ukraine, et pour moi je vois l'espoir dedans. Je cherche l'espoir dans chaque mot aujourd'hui prononcé par la diplomatie, parce que vous voyez bien que par la guerre, Poutine ne veut pas laisser le feu. On va aller à Kiev, on va aller en Ukraine retrouver notre envoyé spécial. Il s'agit de Marion Russell, parce que Marion Russell, justement, vous avez entendu ces bruits, ces explosions, ces détonations la première nuit. Oui, tout à fait. Et dans les nuits qui ont suivi, on a surtout entendu d'abord des alarmes, ce qui est relativement habituel, ou en tout cas qu'on avait déjà entendu à Kiev. Mais là où ça nous a marqué, c'est le nombre de ces alarmes, leur côté extrêmement rapproché, et puis aussi les bruits d'explosion, les bruits de détonation. Et aussi, on a aperçu la défense antiaérienne dans le ciel, vous voyez, pour descendre ces drones. Et forcément, c'était des nuits assez compliquées, des nuits avec un sommeil qui était forcément plus léger, voire complètement perturbé par ces détonations. On est allé le lendemain aussi sur les lieux qui avaient été touchés, là où des civils avaient parfois perdu la vie, et c'était extrêmement prenant de voir, de parler avec ces Ukrainiens, des Ukrainiens à qui on a parlé aussi aujourd'hui, notamment après les déclarations de Donald Trump. Alors les Ukrainiens qui sont résignés, on a eu beaucoup ce sont des paroles, mais ce ne sont pas des actes. On a pu leur demander leur réaction avec Benjamin Danan, et je vous propose justement de les écouter. Je ne fais pas confiance à Trump, ni à son attitude envers Poutine. Ce qu'il dit change tout le temps, c'est fluctuant. Tantôt c'est positif, tantôt négatif. Il n'a aucune stabilité, je ne le crois pas vraiment. Il n'inspire pas confiance. Eh bien moi, je ne réagis pas vraiment. Ici à Kiev, on voit tout de nos propres yeux. Que voulez-vous dire? On voit comment Poutine nous bombarde. Vous savez, c'est très difficile de commenter ce que fait Trump. Qui se ressemble, s'assemble. On ne comprend pas pourquoi il a peur de Poutine. Il veut se lier d'amitié avec lui. Est-ce que l'Europe ne voit pas ça? Je ne sais pas. Des Ukrainiens plutôt résignés, des Ukrainiens aussi fatigués, épuisés par ces nuits sans sommeil et puis par ces 3 ans de guerre qui semblent se poursuivre, qui semblent ne jamais arriver à leur fin. Alors certains espèrent forcément que la volte-face de Donald Trump envers Vladimir Poutine soit un tournant, mais tous attendent avant tout des actes. Voilà, Marion Russell à Kiev avec Benjamin Danan pour BFM TV. Julien Aubert, vous croyez vraiment à un changement de cap de la part de Donald Trump? Moi, je trouve cet homme pathétique. Je suis désolé que sa casquette blanche, ses changements incessants de pied, son côté enfantin, je me rappelle du leader nord-coréen, c'est qu'il y a une espèce de croyance naïve que les intérêts géopolitiques structurels peuvent être balayés par une relation personnelle. Et je pense qu'il n'y a que lui qui le croit. Donc, des mots toujours très forts, peut-être généralement pas diplomatiques, parce que évidemment, la dernière chose à faire, c'est aller insulter les gens qu'on souhaitait ramener à sa cause. En revanche, je pense qu'il se trompe. Vladimir Poutine est tout sauf fou. Poutine, je pense, a compris qu'il rentrait dans une négociation et que plus il affaiblirait l'Ukraine, plus il intensifierait la pression, plus il aurait de cartes vis-à-vis d'un Donald Trump qui, en réalité, derrière son agressivité verbale, est ce que les Américains appellent dans les théories des relations internationales un shopkeeper, un commerçant. C'est un warrior contre un shopkeeper. Et le guerrier, lui, est prêt à aller jusqu'au bout, il est prêt à vitrifier une partie de l'Ukraine pour obtenir ce qu'il veut. Le shopkeeper, lui, il veut un accord, il veut un deal, quitte à ce qu'à un moment donné, il puisse revenir à la maison en disant, bah voilà, j'ai sauvé des vies ou j'ai obtenu une partie. Voilà. Et donc, il est en train, petit à petit, de pousser la pression jusqu'à ce que Trump, finalement, à mon avis, lui dise, bah écoute, voilà, j'ai obtenu un accord, parce que il ne veut pas, et c'est le seul président américain qui s'est comporté comme ça depuis 20 ans. Trump est le seul qui a fermé les guerres, qui a mis fin à des guerres et qui n'en a pas réouvert. Et de ce point de vue-là, il est plutôt dans une doctrine isolationniste, comme pouvait l'être Monroe, Washington,
personne par le passé. Thierry Arnaud, effectivement, on a du mal à suivre Donald Trump. De temps en temps, c'est son meilleur ami, Vladimir Poutine. Maintenant, il est fou. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller vers ces sanctions? Parce que rappelons que la position européenne, c'est d'emmener Donald Trump vers ces sanctions à la Russie pour obliger Poutine à se mettre autour d'une table. Donald Trump, il veut 3 choses. Il veut la paix. Il veut pouvoir dire que la paix, c'est grâce à lui. Et il veut que cette paix rapporte aux Américains. Que ce soit des deals faits avec la Russie ou avec l'Ukraine, ou idéalement des deux. Même si la paix n'est pas profitable à Kiev, aux Ukrainiens. Et plus l'attitude et les propos tenus par ceux qu'il a en face de lui le rapprochent de cet objectif ou de ses objectifs, plus il adoucit le ton et plus il complimente, plus il a l'impression que ce que font soit Vladimir Poutine ou Vladimir Zelensky l'éloignent de ces 3 objectifs, plus il monte dans la rhétorique, il monte dans les tours, devant les caméras et à coup de déclarations martiales en lettres capitales sur son réseau social. Donc c'est ça, au fond, la grille de lecture. Ce qu'il veut éviter, en revanche, à tout prix, c'est de se retrouver face à cette alternative où il aurait le choix entre soit mettre une pression autrement que par les mots, mais véritablement par des sanctions, ou bien il est obligé de remballer en quelque sorte l'influence américaine sur la région. Et il veut éviter d'être dans ce corner-là. Et plus il s'approche de ce corner, plus il s'agace parce qu'il ne veut pas renoncer. Pour lui, c'est une forme de défaite vis-à-vis des Américains, puisqu'il a promis la paix. Il continue de laisser cette porte ouverte, puisque dans chacune de ses déclarations, il prend toujours le soin de répéter que la guerre, c'est la guerre de Biden, dit-il, c'est la guerre de Zelensky, c'est la guerre de Poutine, c'est pas la guerre de Trump. Moi, j'y suis pour rien, donc autrement dit, vous ne pourrez pas me reprocher de m'en désengager. Mais à côté de ça, il continue aussi de brandir la menace des sanctions, comme il l'a fait ces dernières heures, lorsqu'il traite Poutine de fou en particulier. Donc les 2 options restent sur la table, mais il essaye de continuer à pousser pour ne pas avoir à choisir fondamentalement entre et à agir dans un sens ou dans l'autre. Il pousse, mais il garde la porte ouverte, comme vous avez dit, que sinon, il a essayé, mais il est pour rien, c'est pas sa guerre. Or que lui, la promesse a été dite il l'a dit pendant les à de élections. maintes reprises, en effet. Oui, exactement. Mais là, seulement, ce que je peux dire, que la guerre se passe sur le sol ukrainien. Il y a des hommes qui tombent tous les jours. Et comme vous voyez, les civils, ok, je comprends si la guerre sur la ligne de front, mais quand on touche les civils, les enfants, les gens civils, tout simplement, qui ne peuvent rien faire contre ce terreur, je n'ai pas de réponse à ça. C'est un terror. Ça s'appelle des crimes de guerre. Oui. Julien Aubert, la position de l'Europe et de la France est la bonne? Mais le problème de la position de l'Europe, c'est que... Alors d'abord, la France, il y a une double casquette. On est à la fois membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et de ce point de vue-là, on a une fonction particulière comme garant de la légalité internationale. Et après, en tant que pays européen, on est quand même relativement proche, et donc nous avons un intérêt national. La réalité, c'est que la France n'a aucun intérêt à rentrer en guerre avec la Russie pour l'Ukraine. Pas plus qu'elle l'aurait d'ailleurs pour la Lituanie et la Lettonie. Si demain Vladimir Poutine envahissait l'Allemagne, il est certain qu'on se porterait, ou la Pologne, ça se rapprocherait dangereusement de nos frontières et sans doute que là, il y aurait un sujet d'intérêt national. Donc on est plutôt, je dirais, sur un rôle, je dirais, d'arbitre international, ou en tout cas on essaie de prendre nos responsabilités. Maintenant, je crois que les Européens sont très divisés sur la question et que Vladimir Poutine sait que personne, en réalité, n'est prêt à aller au bout de la logique, c'est-à-dire entamer un rapport de force militaire.